Géopolis Télévision, dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, Il est 19h30 à Kinshasa, madame, monsieur, bienvenue à cette livraison d'actualité. D'abord, le sommaire. Alors qu'il était attendu ce lundi 23 décembre 2024 à Kananga, Félix Tshisekedi arrivera finalement ce mardi 24 décembre 2024 dans le chef-lieu de la province du Kasaï central afin d'entamer une vaste tournée dans le Grand Kasaï. Et puis, plus que quelques heures nous séparent de la fête de Noël. Cependant, plusieurs parents font face aux multiples difficultés financières. Nous allons en parler dans ce journal. Et puis, à l'international, la compagnie publique d'électricité Eskom en Afrique du Sud prévoit un bénéfice de plus de 456 millions de dollars pour l'exercice qui se termine en mars 2025. Encore une fois, bienvenue à la grande édition du journal télévisé sur Géopolis Télévision. On va prendre cette information en bref. Comme dit au sommaire, alors qu'il était attendu, c'est lundi 23 décembre 2024, le président de la République, Félix Tshisekedi, arrivera finalement le mardi 24 décembre à cause notamment de conditions météorologiques. Ces voyages entrent dans le cadre d'une vaste tournée dans le Grand Kasaï qu'il va entamer et prendra fin le 28 décembre. Lors de cette visite, Félix Tshisekedi inspectera plusieurs projets de développement dont la relance de travaux de la centrale hydroélectrique de Katende ainsi que d'autres projets d'infrastructure. La question de réforme constitutionnelle devrait également être abordée puisqu'il milite depuis octobre pour deux changements ou une révision de la loi fondamentale. Et dans un autre registre, à présent, deux publications à la place publique, dans la place publique, le fils de Museveni n'en finit pas, voilà, de propager, autre chose à présent, deux publications à l'appel sur les réseaux sociaux. Le fils Museveni n'en finit pas de pouvoir s'attacher à la République démocratique du Congo où il promet de s'engager de manière musclée en ligne de mire des mercenaires européens qui, selon lui, se trouvent en terre congolaise et à qui il promet de s'attaquer vigoureusement à partir de janvier, dit-il. Au-delà du côté fantasque du personnage, c'est l'essence du partenariat RDC-Ouganda qui est mise en question à travers ces pics déplacés du chef d'état-major de l'Ouganda. Pour plus d'éclaircissements, suivez ces commentaires de Patrick Ilunga. Les publications du général Kainerugaba, fils du président Yoweri Museveni, ne font plus rire. L'homme est au bord de créer des incidents diplomatiques. Un jour, il se retrouve au premier rang des officiels ougandais pour superviser l'inspection des opérations conjointes entre l'armée ougandaise et l'armée congolaise. Et le lendemain, il se montre ironique, voire menaçant à l'encontre de la RDC dans le conflit qui l'oppose au Rwanda. Ce côté fantasque du chef d'état-major général de l'armée ougandaise cacherait en réalité
l'état d'esprit du président Museveni qui aurait des reproches à faire à la RDC. Le président Museveni, fidèle à lui-même, il dit 4 choses. Il dit voici ce que je reproche aux Congolais et principalement à votre chef d'État. Première chose, je lui dis qu'il doit négocier avec les M23. Deuxième chose, il a commis l'erreur de remplacer l'EAC par la SADC. Le conflit est régional. Troisième reproche, les routes. On vous dit, nous voulions faire les routes et vous avez tergiversé et voilà jusqu'à aujourd'hui on n'a rien fait. Nous on avait mis les moyens et vous n'avez pas contribué. Et quatrième reproche, la mutualisation dans les opérations Chouja. Il dit écoutez, nous avons plus d'éléments que vous. Vous ne faites rien. Vous n'avez pas mis assez de militaires. Si vous aviez mis beaucoup de militaires, nous allions terminer les ADF. Cela fait un peu plus de 3 ans que l'armée ougandaise et l'armée congolaise ont lancé des opérations conjointes contre les ADF. Malgré des résultats mitigés, ce partenariat a été renouvelé il y a peu. Et pour en discuter, nous recevons dans cette grande édition du journal télévisé Patrick Ilunga, journaliste à Géopolis Forum, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir Blaise Kouzola, bonsoir également à tous nos téléspectateurs. Alors, première question, les déclarations et publications du fils du président Museveni de l'Ouganda, est-ce que cela peut provoquer un incident ou une brouille entre les deux pays, sachant qu'ils sont en coopération? Merci pour la question. On va d'abord commencer par planter le décor, c'est-à-dire rappeler ces déclarations. Le fils du président Yoweri Museveni, qui est chef d'état-major de l'armée ougandaise, le général Muhoozi Kainerugaba, a l'habitude d'égratigner un petit peu les voisins. Le Kenya a déjà été victime de ça. Actuellement, le Soudan aussi. Le Soudan qui demande des excuses publiques et officielles de la part de l'Ouganda à cause des déclarations du fils du président Museveni. Okay. Alors pour la RDC, le fils du président Museveni, le général Muhoozi Kainerugaba, a, comme je le disais, a l'habitude parfois poser un peu des pics. Voilà, parfois de dire que eux ils sont dans la perspective de créer un empire Ima et Tutsi, donc contre les Lendu et la RDC. Il a l'habitude d'écrire ça, il a l'habitude d'écrire aussi qu'il soutient beaucoup Kagame et qu'il plaint, il a pitié pour ceux qui se battent contre Kagame. C'est des piques contre la RDC. Et tout récemment, il a écrit une menace disant qu'à partir du 2 janvier, lui, en tant que chef d'état-major de l'armée ougandaise, il va commencer à s'en prendre aux mercenaires européens sur le sol congolais. Alors, est-ce qu'il y a des mercenaires européens sur le sol congolais? Moi, en tant que journaliste, je ne peux pas le dire. Mais lui, il fait cette menace-là. En réalité, les autorités congolaises ne semblent pas trop se préoccuper des déclarations du parce président. Parce que c'est un peu habituel, quoi. C'est habituel et il faut espérer, ce n'est pas lui manquer de respect, il faut espérer qu'il a toutes ses facultés en place. Mais on parle du chef d'état-major de l'armée ougandaise. Une grande personnalité quand même. Une grande personnalité. Et ceux qui connaissent l'Ouganda savent que c'est un pôle important du pouvoir en Ouganda, parce que le pouvoir en Ouganda, c'est sur 3 pôles. D'abord, le pôle, le président Yoweri Museveni, le pôle, la femme du président qui est aussi ministre, je crois qu'elle doit s'appeler Jeannette, ou un nom, je ne sais pas si j'ai oublié son nom, mais sa femme, c'est aussi un pôle de pouvoir. Oui. Et le 3e pôle, celui qui est considéré comme le 3e pôle, c'est le chef d'état-major qui se trouve être le fils du président Yoweri Museveni, Ça tourne donc autour de la famille. Autour de la famille, qui est même pressenti comme le prochain qui va prendre la place de son papa après sa retraite et consort. Donc, a priori, pour répondre à votre question, a priori, les autorités congolaises ne répondent pas, ne s'inquiètent pas, ne fait pas mention de déclaration du fils du président Yoweri Museveni. Alors, est-ce que ça va continuer? Est-ce que c'est simplement des déclarations pompeuses et tapageuses comme ça? On ne sait pas, mais comme je l'ai dit, il faut espérer que le monsieur peut-être a quelque chose qui disjoncte dans la tête, peut-être. Alors, Patrick Ilunga, est-ce que ces déclarations ne cachent-elles pas une certaine animosité à l'égard de la République démocratique du Congo? Voilà, déjà, je l'ai dit, il y a quelques mois, c'était entre le président William Ruto du Kenya
et le fils Museveni qui attaquait, qui menaçait d'attaquer Nairobi, de prendre Nairobi en 30 minutes. Et il y a aussi aujourd'hui le Soudan qui est victime de ça. Alors, est-ce qu'on doit considérer que le fait de menacer, entre guillemets, des mercenaires européens, selon lui, hein, en tout cas, moi, on ne dit pas qu'il y a des mercenaires au Congo, est-ce que c'est un acte d'hostilité ou bien c'est des déclarations qui révèlent une certaine hostilité à l'égard du Congo? On peut le dire parce que les téléspectateurs viennent de suivre tout à l'heure le commentaire, bien la réaction de l'expert Nikes Kibel, qui disent qu'en réalité, l'Ouganda a des choses à reprocher à la RDC. Justement. Alors, on rappelle d'abord que l'Ouganda et la RDC sont deux pays qui sont en partenariat et coopération militaire. Il y a l'armée ougandaise et l'armée congolaise sont en opération conjointe depuis plus de 3 ans contre les ADF en Ituri et au Nord Kivu. Et donc, on estime que l'Ouganda, c'est un partenaire. Mais là, l'expert nous révèle que l'Ouganda a des reproches à faire à la RDC. N'oubliez pas qu'il y a quelques semaines, le président a fait le déplacement vers l'Ouganda. Il y a quelques semaines, il y a une délégation amenée par Lambert Mende, une délégation des députés qui ont été en Ouganda pour parler avec le président Museveni parce que en RDC, les autorités considèrent que lui doit, en tout cas, il doit apporter sa patte à l'effort de paix en RDC. Et donc, selon Nikes Kibel, qui est un expert très respecté, il dit que l'Ouganda a des reproches à faire à la RDC, notamment le président Yoweri Museveni aurait fait des reproches à la RDC, disons, fustigeant le manque d'engagement, bien un engagement pas très suffisant dans l'opération Souja, l'opération conjointe dont je viens de parler. Justement. Un engagement pas très suffisant dans la coopération économique parce que la RDC et l'Ouganda sont dans une coopération économique pour la construction des routes qui doivent aller jusque dans le Nord Kivu en passant par, je crois, la province de l'Ituri aussi. Et l'Ouganda considère que la RDC n'est pas totalement engagée par rapport à ça. Et comme le Congo, ou bien les autorités congolaises disent par rapport à la guerre de l'Est qu'elles ne vont pas négocier avec le M23. L'Ouganda considère que les autorités congolaises, bien la RDC, se bat dans une guerre injuste parce que selon eux, il faut pouvoir parler avec les rebelles du M23. Ce sont là les reproches, selon Kibel, que le président Museveni fait à notre président, au président congolais et à la RDC, tout, on va dire, dans l'ensemble. Voilà. Donc, de temps en temps, les analystes placent l'Ouganda dans une sorte de l'axe du mal, hein, c'est entre guillemets l'axe du mal, dans lequel le Rwanda trône en tête, entre guillemets toujours. Voilà. Le Rwanda, l'Ouganda et maintenant le Kenya qui s'est ajouté dans cet axe-là. Patrick Lunga, nous vous remercions pour votre riche intervention. Merci beaucoup, Blaise Koussola. À Kinshasa, plus de 400 individus présumés Kuluna ont été interpellés au cours du week-end dans le cadre de la 4e phase de l'opération Ndobo. Cette offensive lancée le 20 décembre sous la direction du commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba a permis de dépasser le 1800 arrestations depuis son lancement. Parallèlement, plus de 450 véhicules en mauvais état ont été saisis pour désengorger les rues de Kinshasa. Plus de détails dans cet élément que nous propose Gigi Nende. Lundi 23 décembre, les grandes artères de Kinshasa se sont parées des symboles des fêtes. Mais ces ornements festifs contrastent avec la morosité qui gagne les familles. Pour plusieurs parents qui ont déjà du mal à joindre les 2 bouts du mois, célébrer comme il se doit relève un défi de taille, faute de moyens financiers. En vrai dire, fête des arts présentés, nous sommes parents toujours souffrir. Pour nous, nous sommes à bon côté. Moi, ma business c'est ça, la nous se retrouver alors on a beaucoup de qualités. Nous préparons vraiment la fête de festivité avec beaucoup de difficultés. D'abord des moyens financiers pour nous les petits peuples. Il n'y a pas vraiment de circulation de moyens financiers pour nous les petits peuples
de la République démocratique du Congo. Mais sur le terrain, je ne vois pas ces réalités, la baisse des prix. Les prix des produits de première nécessité toujours en haut. Il n'y a pas de baisse de prix dans les magasins. Le gouvernement, il ne fait pas de suivi. En plus de l'absence des ressources financières, la hausse des prix de biens de première nécessité représente un obstacle pour s'offrir de grands moments de fête. Par rapport à des sommes, la retour au pénal, biloko était comme un biseau cher. Boula, to somba biloko boeti, mais boulot to comprendre biloko cher. Tozo potanaka malé, mais to ebike, nzamba ko sungata na fête to oli akaka. Loin de ces réfugiés dans la tristesse, le Congolais espère que le gouvernement écoutera leurs appels à l'aide et agira rapidement pour résoudre ces problèmes pressants. La simplicité d'une célébration ne devrait jamais être un luxe, mais un droit accessible à tous. Vous avez plutôt suivi cet élément de Rosie Chioyo et Eli Kabeya qui parlaient de l'ambiance qui règne dans la ville-province de Kinshasa à quelques heures de la fête des nativités où les parents sont bien sûr en train de dépenser de l'argent, qui ont du mal à dépenser de l'argent pour leurs enfants. On va maintenant revenir sur l'élément que j'ai dit tantôt. À Kinshasa, près de 400 individus présumés Kuluna ont été interpellés au cours du week-end dans le cadre de la 4e phase de l'opération Ndobo. Cette offensive lancée le 20 décembre sous la direction du commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba a permis de dépasser les 1800 arrestations depuis son lancement. Suivez. Près de 400 individus présumés appartenant au groupe des Kuluna, soit fichés, soit identifiés comme des cibles, ont été interpellés par la police au cours du week-end, dans le cadre de la 4e phase de l'opération Ndobo, lancée le 20 décembre dernier sous la direction du commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba. Ainsi, le nombre total des présumés criminels appréhendés depuis le lancement de l'opération dépasse désormais les 1800 selon les forces de sécurité. Parmi ces personnes, 139 ont déjà été condamnées, dont 60 par le tribunal militaire de garnison de la Gombe, pour des peines allant de peine de mort à des peines de prison allant de 5 ans minimum. 29 condamnations ont été prononcées par le TGI Kalamu, parquet civil, et 50 par le TGI Gombe au camp Luka. Les autorités prévoient d'autres verdicts similaires ce lundi 23 décembre 2024, rendus par le tribunal militaire de garnison Gombe Andolo, ainsi que par le TGI de Matete, Djili et Gombe. Ces résultats expliquent la baisse notable de l'activité des Kuluna sur le terrain, un progrès salué par la population et associé à l'opération Ndobo en cours. Concernant les embouteillages, la police de Kinshasa annonce avoir saisi plus de 450 véhicules en mauvais état, visibles de manière évidente. Ces véhicules ont été immobilisés pour limiter l'encombrement sur la seule route menant au centre-ville, contribuant à réduire les embouteillages importants observés dès les débuts du mois de décembre. Selon le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba, bien que des inquiétudes aient existé, la situation s'est finalement améliorée. À ce jour, les habitants de Kinshasa pourront accélérer dans la paix et la tranquillité, contrairement à l'année précédente. Le chef de la police à Kinshasa a précisé que cette amélioration a été rendu possible grâce à l'engagement et à l'impulsion du gouvernement de la République. Si les préoccupations sécuritaires sont omniprésentes, la santé publique n'est pas en reste. D'ailleurs, à l'occasion de festivités, l'Organisation mondiale de la santé rappelle l'importance de précautions sanitaires pour éviter la propagation de maladies telles que la grippe. Avec près de 400 cas enregistrés et une centaine de personnes décédées dans le Congo, la grippe assimilée à une forme sévère de malaria peut être très contagieuse. Tel est aussi le cas de l'épidémie de la variole de singe, connue sous le nom de Mpox, qui a comme symptômes la fièvre, des douleurs musculaires, une fatigue, puis une éruption cutanée. Depuis les débuts de cette année, cette épidémie a touché près de 20 000 cas de Mpox et mis 225 personnes décédées. Dans les soucis de finir l'année 2024 en bonté, l'Organisation mondiale de la santé met en garde les populations de toutes les 26 provinces de la République démocratique du Congo à observer des gestes susceptibles de sauver en cette fin d'année qui marque les moments de festivité, notamment la fête de Noël et les Nouvel An, deux jours qui réunissent de nombreuses personnes venant
venant de partout. Cependant, pour se protéger et protéger les autres contre la grippe saisonnière et la pox, l'OMS recommande de se laver les mains avec de l'eau et du savon pendant au moins 40 à 60 secondes ou d'utiliser une solution hydroalcoolique. Éviter les accolades, éviter de se serrer la main, avoir de rapports sexuels protégés, éviter d'être en contact avec un animal mort et avec des personnes présentant les symptômes de la grippe saisonnière, soit la pox. De gestes barrières pour se prémunir de ces maladies, ainsi couper leur chaîne de transmission. Alors que la santé publique est une priorité, d'autres enjeux, notamment liés au patrimoine et aux droits, émergent. Le Nord Kivu fait face à la spoliation de cimetières et des cimetières de l'Institut technique industriel des Goma, situé en plein centre-ville. Le mouvement citoyen et les groupes de pression dénoncent ces violations flagrantes de la loi sur le cimetière en RDC commises sous l'inaction ou la complicité des autorités locales, rites locales. Francine Moukeba nous en dit plus. Les mouvements de la société civile des Goma pointent du doigt les gouverneurs militaires du Nord Kivu qu'ils accusent être de mèche avec une bande de spoliataires dont ces actes ignobles, marquant un nouveau camp dans l'accaparement des terres publiques. Après avoir épuisé les parcelles de l'État à Goma, les spoliations s'étendent désormais aux cimetières, des lieux sacrés qui devraient être protégés par la loi et le respect de la mémoire collective, affirme-t-il. Pour nous les Africains, il est connu que les morts ne sont jamais morts parce que nous sommes des Bantous et nous devons du respect à l'égard de nos morts. Parce que ici reposent nos êtres chers, reposent nos illustres disparus. Et maintenant, lorsque on est en train de démolir les tombes de nos êtres chers, où est-ce qu'encore allons-nous tirer des inspirations? Face à cette situation, les activistes appellent le ministre de la Justice et celui des Affaires foncières à agir sans délai. Ils demandent que des mesures soient prises pour stopper immédiatement ces actes et traduire leurs auteurs en justice. Excellence, Monsieur le ministre Constant Moutamba, la ministre des Affaires foncières, Madame Akassia, nous lançons un appel à vous pour que ce genre de pratiques cessent dans notre pays et surtout au Nord Kivu. Les mouvements citoyens et groupes de pression appellent également la population de Goma et les organisations de défense des droits humains à se mobiliser pour défendre les cimetières des litiges. Ils soulignent que la protection des domaines publics, y compris les lieux des sépultures, est une responsabilité collective. Et suite à cette spoliation des cimetières, le mouvement de la société civile des Goma ont porté plainte au parquet général ce lundi 23 décembre 2024. On va apprendre cette brève dans l'affaire forage. Le ministère public a requis lundi 23 décembre une peine de 5 ans à l'endroit de François Roubota et Mike Kassenga dans le procès lié au forage en République démocratique du Congo. Nous reviendrons avec plus de détails dans nos prochaines éditions. Et les violences sexuelles en République démocratique du Congo, particulièrement dans les zones de conflit, demeurent un fléau tragique qui affecte des milliers de femmes, jeunes filles et enfants chaque année. En novembre 2024, 26 cas de violences sexuelles ont été signalés, mettant en lumière la persistance et la gravité de cette problématique. De plus amples détails avec Gigi Nende. En novembre dernier, la RDC a enregistré 26 cas de violations liés au conflit, touchant 41 victimes. Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a rapporté que ces violations sont principalement attribuées aux groupes armés opérant dans la région orientale du pays. Ces incidents soulignent la persistance des violences sexuelles dans le contexte de conflits exacerbés par l'instabilité et l'impunité qui règnent dans certaines zones du pays. En matière de justice, la condamnation des auteurs de ces crimes est essentielle pour combattre l'impunité qui règne souvent dans les zones de conflit et pour dissuader les futurs auteurs. Concernant l'existence d'institutions de réparation, de répression et de lutte contre les violences sexuelles en RDC, notamment à l'est du pays, il y a plusieurs organismes, tant gouvernementaux qu'ONG, qui travaillent sur la question.
Les 26 cas de violences sexuelles signalés en novembre dernier ne sont qu'une infime partie d'un problème bien plus vaste et complexe qui nécessite une attention urgente et soutenue des autorités compétentes. En religion, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a pris part à la messe dominicale du 22 décembre à Nkamba, où elle a été surnommée la descendante de Maman Amouilou en reconnaissance de son engagement pour l'émancipation des femmes et une gouvernance inclusive. Retour sur ces cultes avec Rachel Misenga. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a laissé une empreinte durable lors de sa visite à la Nouvelle-Jérusalem, marquée par sa présence au culte dominical kimbanguiste. Cet événement, célébré avant son retour à Kinshasa, a été un moment fort pour les fidèles qui l'ont surnommée la descendante des Mama Mouilou en reconnaissance de son engagement pour l'émancipation de femmes et une gouvernance inclusive. La cérémonie a été un symbole de fraternité et de proximité avec la communauté kimbanguiste, rassemblant de nombreux croyants venus de toute la province. La mobilisation des fidèles était impressionnante avec des milliers de personnes venues participer à cette cérémonie. Les habitants du Congo central ainsi que d'autres régions se sont unis pour vivre ces moments spirituels aux côtés de la chef du gouvernement. Parmi les participants s'est trouvé les autorités politiques, dont les vice-gouverneurs de la province, les présidents de l'Assemblée provinciale, ainsi que les députés nationaux et provinciaux. La présence de ces personnalités a renforcé les caractères solennels et symboliques de l'événement. Lors de la célébration, sa divinité Simo Kimbangu Kiangani a délivré un message d'optimisme et de résilience, appelant les Congolais à garder confiance en Dieu face aux difficultés. Il a exhorté les fidèles à s'engager activement dans le développement de leur pays, soulignant l'importance de l'unité nationale pour surmonter les défis. Les messages ont résonné profondément parmi les participants, inspirant un sentiment de solidarité et d'espoir pour l'avenir. La première ministre a de son côté exprimé sa gratitude envers le président Félix Tshisekedi pour la confiance qu'il lui accorde. Elle a également rendu hommage à Simo Kimbangu Kiangani et aux fidèles de la communauté kimbanguiste pour leur accueil chaleureux. Dans un appel à la prière pour la paix, elle a insisté sur l'importance de prier pour les autorités et pour la paix dans l'est de la RDC, tout en soulignant le rôle essentiel de la prière dans le processus de guérison et de réconciliation du pays. En sport, le Léopard de la République démocratique du Congo ont ramené du Tchad, d'Abidjan, allais-je dire, match nul d'un but partout samedi 21 décembre dernier pour le compte des éliminatoires du championnat d'Afrique de nations de football 2025. Lors de cette manche allée, l'opinion sportive congolaise n'a pas compris pourquoi le staff technique n'avait à sa disposition que 13 joueurs, dont 11 titulaires et 2 sur le banc de remplaçants. Pourtant, tous les 24 joueurs sélectionnés avaient bel et bien fait les déplacements pour la capitale ivoirienne. Plus de détails dans cet élément. Le Léopard A' de la République démocratique du Congo, double vainqueur du championnat d'Afrique des Nations en 2009 et 2016, ont été tenus en échec par les Sao du Tchad, un but partout le samedi 21 décembre dernier au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe à Abidjan pour le compte du match aller des éliminatoires du CHAN 2025. L'équipe congolaise a évolué dans un contexte difficile avec seulement 2 remplaçants disponibles sur le banc en raison de problèmes administratifs concernant plusieurs joueurs. De sources proches de la Fédération congolaise de football ont indiqué que 11 joueurs n'ont pas été qualifiés pour ce match à cause d'incohérences dans leurs documents d'identité. En effet, les informations contenues dans leur passeport ne correspondaient pas à celles enregistrées dans leur licence CAF. Le problème des joueurs qui n'ont pas été sur terrain est un problème qui nous a été rapporté la veille déjà par le staff technique et j'ai moi-même personnellement invité le staff pour savoir ce qui s'est passé. Et on s'est rendu compte que la plupart des joueurs ne se sont pas acclimatés, soit par rapport à la nourriture, soit par rapport à la saison. Je ne sais pas, toujours est-il que
Après avis des médecins, nous avons estimé qu'il était important de les mettre de côté, ne pas les exposer pour que nous puissions profiter de leur présence lors du match retour. La République démocratique du Congo devra trouver une solution rapide pour régulariser cette situation avant le match retour prévu à Kinshasa le 28 décembre à 17h au stade de Martyrs. Madame, Monsieur, vous suivez la grande édition du journal télévisé sur Géopolis Télévision. Place à présent à la page internationale. En Afrique du Sud, après avoir annoncé une perte énorme de 3 milliards de dollars dans l'exercice s'est terminant en mars 2023, la compagnie électrique publique Eskom prévoit un bénéfice de plus de 546 millions de dollars pour l'exercice s'est terminant en mars 2025. La restructuration de l'entreprise a permis de réduire le coût du diesel de 11,9 milliards de rand grâce à l'amélioration de l'approvisionnement. Rachel Missenga. La compagnie nationale d'électricité en Afrique du Sud, Eskom, prévoit de réaliser un bénéfice annuel de plus de 546 millions de dollars. Son premier bénéfice en 8 ans, grâce à la stabilité opérationnelle et au plan d'allègement de la dette du gouvernement. Lors d'une conférence de presse jeudi 19 décembre 2024, le PDG du fournisseur d'électricité a déclaré que le bénéfice après impôt pour l'exercice clos en mars 2025 constituerait une amélioration significative. Cette performance inédite de cette structure montre en fait qu'il y avait véritablement un problème de gestion de gouvernance plus qu'une entreprise qui arrive à se restructurer assez rapidement et qui fait cette superbe performance financière par rapport à l'année précédente montre qu'il y avait eu des difficultés. Depuis plus de 10 ans, les interruptions d'électricité de la compagnie entravent la croissance économique du pays les plus industrialisés d'Afrique, mais on note cependant des améliorations. L'amélioration de l'approvisionnement a permis de réduire le coût du diesel de 11,9 milliards de rands, permettant ainsi 9 mois sans coupure de courant. La baisse du coût de l'électricité et du coût de service a également amélioré les perspectives de bénéfices, entraînant une augmentation des tarifs de 12,7% au cours de l'année 2024. Il faut relever qu'il y avait eu de problèmes d'endettement et ces problèmes ont dû plonger l'entreprise l'année dernière sur des années et donc cette structuration et une meilleure gestion a permis définitivement un éclairage et une gestion assez plus rigoureuse. Afin de rendre le service public plus efficace, Eskom sera scindé en 3 sociétés qui devront gérer séparément la production, la transmission et la distribution d'électricité dans le cadre du plan des réformes annoncé par le président Cyril Ramaphosa en 2019. Si l'Afrique du Sud amorce une reprise économique, ailleurs sur le continent, la situation sécuritaire demeure complexe. En effet, au Niger, la lutte contre les attaques ciblées reste un enjeu majeur, comme en témoigne le tragique perte humaine dans la sécurisation du pipeline. Encore une fois, Rachel Missenga. Les Nigériens tenteraient de déstabiliser le Niger à travers son oléoduc avec le Bénin. C'est ce qu'ont suggéré les autorités nigériennes lors d'une sortie médiatique intervenue à la suite d'une attaque qui a ciblé cette installation le mardi 17 décembre dernier. Le Niger a accusé notamment son voisin du Nigeria de soutenir via son armée les auteurs présumés de cette attaque qualifiée de terroristes perpétrée par un segment de pipeline traversant la région de Dosso au sud du pays. Le pays n'a cependant fourni aucune précision permettant de comprendre la nature exacte de ces soutiens éventuels. Ces développements illustrent la méfiance du Niger vis-à-vis de certains de ses voisins, en l'occurrence le Nigeria et le Bénin, dont les dirigeants ont soutenu des sanctions financières de la CEDEAO à l'encontre du pays et à la suite du coup d'État du 26 juillet. Ceci malgré le fait que les restrictions ont été à la suite abandonnées. Par ailleurs, des questions subsistent quant à l'état du pipeline après cette attaque et à la capacité de continuer à assurer les transports de l'or noir Nigeria jusqu'au terminal pétrolier de Sémé au Bénin, à partir duquel il est expédié vers le marché international. La poursuite de cette opération est stratégique pour le Niger qui doit rembourser sur une période de 12 mois grâce à la vente de son brut une avance de 400 millions de dollars obtenue de la Chine en avril à un taux d'intérêt de 7%.
Enfin, pour clore cette revue d'actualité, retour à l'actualité locale avec un regard sur la revue de presse du jour avec Domomat. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Guerre de l'Est, Tshisekedi, patriote devant l'Éternel, titre le phare. Le 21 décembre 2024, devant une large audience comprenant des membres du gouvernement, des sénateurs et des chefs de partis politiques, le chef de l'État a affirmé « Même si le M23 atteignait les portes de ma résidence, je ne négocierai pas avec le Rwanda déguisé ». Cette déclaration, faite dans un discours direct et sans ambiguïté, écrit Info 27, témoigne de l'engagement indéfectible du président à protéger la souveraineté de la RDC face à l'agression extérieure. Un message clair non seulement à l'adresse de l'opinion nationale, mais aussi de la communauté internationale sur la détermination de la RDC à ne pas céder face aux forces étrangères. Congo Nouveau nuance aussitôt, n'est pas négocié avec le M23 sans puissance de feu. Tshisekedi a une marge de manœuvre limitée. Le journal note tout de même que Félix Tshisekedi a remanié son armée pour tenter de faire face à l'avancée du M23. La prospérité revient sur le propos du président qui, tout en insistant sur la nécessité de reprendre les localités perdues par la force si la médiation angolaise échouait, a appelé à un engagement plus soutenu pour défendre la RDC contre l'agression. Il a ajouté que nous devons mettre les bouchées doubles pour faire face à l'agression. La référence plus renchérit en disant que le président a exhorté son gouvernement à intensifier les efforts sur le terrain pour garantir une paix durable dans l'est du pays, précisant que la paix n'est pas une option, mais un impératif moral et un droit inaliénable pour le peuple congolais. Forum de ZAS, de son côté, se penche sur les préoccupations des États-Unis quant à la situation, affirmant que Washington insiste pour une résolution pacifique du conflit entre Kinshasa et Kigali. L'ambassadrice des États-Unis auprès des Nations Unies, Linda Thomas Greenfield, a exprimé le souhait de voir une nouvelle rencontre sous la médiation du président angolais João Lourenço afin de relancer le processus de paix. Le journal s'est plutôt intéressé à l'inauguration d'Air Congo. Le tabloïd souligne que l'État congolais vient de créer une société qu'elle met en concurrence avec la première, Congo Airways. Les deux exploitants ont la même destination. Aussi, Air Congo a hérité des maladresses de Congo Airways dès son lancement. Dès les vols symboliques, les passagers ont dû faire face à des retards imprévus. Enfin, Géopolis revient sur la prolongation du mandat de la MONUSCO en RDC. Le Conseil de sécurité de l'ONU a voté le renouvellement de cette mission de maintien de la paix pour une durée de 12 mois supplémentaires. Cette prolongation, qui intervient après des demandes contradictoires des autorités congolaises sur le retrait de la MONUSCO, montre la complexité de la situation sur le terrain. Alors que le retrait des troupes de la MONUSCO avait commencé, la détérioration de la situation sécuritaire a contraint le gouvernement congolais à demander un désengagement plus progressif. C'est ainsi que s'achève cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir suivi et à la prochaine. Ce journal est terminé, mais d'abord, place au rappel des titres. Alors qu'il était attendu ce lundi 23 décembre 2024 à Kananga, Félix Tshisekedi arrivera finalement le mardi 24 décembre dans le chef-lieu de la province du Kasaï central afin d'entamer une vaste tournée dans le Grand Kasaï. Et puis plus que quelques heures nous séparent de la fête de Noël. Cependant, plusieurs parents font face aux multiples difficultés financières. Et à l'international, la compagnie publique d'électricité Eskom prévoit un bénéfice de plus de 546 millions de dollars pour l'exercice qui se termine en mars 2025. Fin complète de ces journaux. Madame, Monsieur, merci à vous de nous avoir suivis. À demain.